France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesper. Bonjour, France Culture a choisi de prolonger tous les samedis une aventure radiophonique et littéraire née pendant le confinement en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale sous le nom de Écouter, réviser. Parce que nous avons pris tant de plaisir à faire résonner ensemble les plus belles pages de la littérature française, lues dans la voix de grands comédiens, nous allons continuer tous les samedis à 17h à faire vivre les grands textes de notre patrimoine littéraire, mais aussi cette année des textes parfois philosophiques et historiques analysés et commenté de manière experte par des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, du sport et de la recherche. Aujourd'hui, les contemplations de Victor Hugo, lues par Jacques Weber. Cette lecture sera désormais prolongée d'une dictée menée par Rachid Santaki, entourée de deux amoureux de la langue, aujourd'hui la romancière Alice Zéniter et l'historien Jean-Noël Jeanneney. C'est tout de suite en français dans le texte, à écouter sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, à retrouver sur franceculture.fr. Somme poétique publiée en 1856, Les Contemplations recueillent les mémoires d'une âme, celle de Victor Hugo. Elle rassemble en 6 livres les impressions, les souvenirs, les réalités, tous les fantômes vagues, riants et funèbres que peut contenir une conscience, décrit l'auteur dans sa préface. C'est l'existence humaine sortant de l'énigme du berceau et aboutissant à l'énigme du cercueil. C'est un esprit qui marche de lueur en laissant derrière lui la jeunesse, l'amour, l'illusion, le combat, le désespoir, et qui s'arrête éperdu au bord de l'infini. Ces mots sont ceux de Victor Hugo qui ajoute d'autres mots encore plus sublimes. Cela commence par un sourire, continue par un sanglot, et finit par un bruit du clairon de l'abîme. Les contemplations sont le récit d'une destinée. Le recueil collectionne dès lors les souvenirs de manière savante et ordonnée. Chaque poème porte la trace d'une heure ou d'un moment passé. Cher à Hugo, l'image du crible qui filtre la matière, le temps ou la lumière, sert ici de matrice à chaque texte poétique. L'ensemble progresse ensuite naturellement du clair vers l'obscur, de la lumière à l'ombre, en travaillant toute la gamme des couleurs émotionnelles, des joies de l'enfance au deuil. Une évolution tout en douceur, l'auteur procède moins par antithèse franche et massive que par le jeu des reprises et des variations. Si le livre 3 marque l'entrée de l'auteur dans l'âge adulte, entre responsabilité au sein de la cité et combat, les premiers livres, L'Aurore et L'Âme en fleurs, sont ceux de l'enfance, de la jeunesse et des premiers émois. Mais déjà, l'âme du poète se teinte par instants des noirceurs à venir, marquée par le sceau de la destinée, son âme réfracte par intermittence la totalité du spectre, ce qui donne à l'ensemble du recueil sa très grande cohérence. Dans la lettre que nous allons vous donner à entendre, le 6e poème du livre 2, la description d'un paysage bucolique, retraite paisible et abandon à l'instant présent, cède peu à peu la place à l'horizon, à l'appel du large et à ses sinistres présages. Écoutons d'abord, pour entrer dans l'univers de l'auteur, les 2 poèmes qui précèdent dans le livre 2 des Contemplations, cette lettre, chanson, puis Hier au soir, lue par Jacques Weber. Si vous n'avez rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi ? Pourquoi me faire ce sourire qui tournerait la tête au roi ? Si vous n'avez rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi ? Si vous n'avez rien à m'apprendre, pourquoi me pressez-vous la main ? Sur le rêve angélique et tendre auquel vous songez en chemin, si vous n'avez rien à m'apprendre, pourquoi me pressez-vous la main ? Si vous voulez que je m'en aille, pourquoi passez-vous par ici ? Lorsque je vous vois, je tressaille. C'est ma joie et c'est mon souci. Si vous voulez que je m'en aille, pourquoi passez-vous par ici ? Les Contemplations. Tout de suite, Cyrano de Renon sous la direction de Jérôme Savary, de retour sur scène fin septembre pour Crise de nerfs de Tchekhov, mise en scène par Peter Stein, le comédien Jacques Weber lit pour vous Lettres. On l'écoute et on en reparle juste après. Tu vois cela d'ici, des ocres et des craies, plaines où les sillons croisent leurs 1000 raies,
chaume à fleur de terre et que masque un buisson. Quelques meules de foin debout sur le gazon. De vieux toits enfumant le paysage bistre. Un fleuve qui n'est pas le Gange ou le Caïstre, pauvre cours d'eau normand troublé de sel marin. À droite, vers le nord, de bizarres terrains pleins d'angles qu'on dirait façonnés à la pelle. Voilà les premiers plans. Une ancienne chapelle y mêle son aiguille et range à ses côtés quelques ormes tortus, aux profils irrités qui semblent, fatigués du zéphyr qui s'en joue, faire une remontrance au vent qui les secoue. Une grosse charrette au coin de ma maison se rouille, et, devant moi, j'ai le vaste horizon dont la mer bleue emplit toutes les échancrures, des poules et des coqs étalant leur dorure causent sous ma fenêtre, et les greniers des toits me jettent par instant des chansons en patois. Dans mon allée habite un cordier patriarche vieux qui fait bruyamment tourner sa roue et marche à reculons son chanvre autour des reins tordus. J'aime ces flots où court le grand vent éperdu, les champs à promener tout le jour me convient, les petits villageois, leurs livres en main, m'envient chez le maître d'école où je me suis logé comme un grand écolier abusant d'un congé. Le ciel rit, l'air est pur, tout le jour chez mon hôte, c'est un doux bruit d'enfant, épelant à voix haute. L'eau coule, un verdier passe. Et moi, je dis merci, merci Dieu Tout-Puissant. Ainsi je vis, ainsi paisible, heure par heure, à petit bruit, j'épanche mes jours, tout en songeant à vous, ma beauté blanche. J'écoute les enfants jaser, et par moments, je vois en pleine mer passer superbement au-dessus des pignons du tranquille village quelque navire ailé qui fait un long voyage et fuit sur l'océan par tous les vents traqués qui, naguère, dormaient au port le long du quai et que n'ont retenu loin des vagues jalouses ni les pleurs des parents, ni l'effroi des épouses, ni le sombre reflet des écueils dans les eaux, ni l'importunité des sinistres oiseaux. Jacques Weber, lisez pour nous Victor Hugo. Jacques Weber, est-ce qu'il est difficile à se mettre en bouche, ce Victor Hugo, le Victor Hugo des contemplations ? Ça dépend d'abord quel choix on fait. Est-ce que l'on veut être recto tono, comme on dit, c'est-à-dire ne absolument pas interpréter et ne faire que dire très horizontalement, parce que la langue française est horizontale, elle n'a pas d'accent tonique. Le texte, c'est une façon. Moi, j'en ai une autre. D'abord, pour moi, Victor Hugo, peut-être que c'est moins difficile. C'est un des auteurs dans lequel je rentre le mieux. Pourquoi, j'en sais trop rien, mais enfin, il semblerait que j'ai peut-être... Je suis loin de son génie, mais j'ai peut-être sa générosité, sa sensualité, sa robustesse aussi. Il y a quelque chose de robuste dans son adjectivation, puis il y a ce sens de l'image qui dit plus qu'une pensée bien développée. Enfin, chez lui, l'image dit tout, quoi. C'est percutant. Et je pense que je suis plus un homme d'image un peu robuste comme ça mais et encore je dis ça parce que je sors de cette lecture de cette lettre magnifique. Voilà ce qui se passe, voilà comment c'est. Et lors même que Hugo est multiple, même multiforme, mais je pense quand même que c'est un vers qui est loin de celui de Racine. C'est un vers adjectivé, costaud. C'est voilà. Donc je pense qu'il faut pas se dire il faut le dire comme ci comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de loi. La poésie appartient à celui qui la lit ou qui la dit. À partir de là, je pense faut se sentir un peu libre de tout ça. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'un mot il faut respecter son muscle et son architecture et l'architecture du mot, c'est la consonne, c'est sa précision, et puis la voyelle, c'est la couleur, quoi, voilà. C'est-à-dire que vous, en lisant, vous n'allez pas chercher l'intention de l'auteur derrière. Vous vous demandez pas si Hugo était un peu ironique dans cette description de paysage, ou tendre, ou... Non, quand on me demande de lire comme ça, j'arrive un peu
brut de décoffrage, si je peux m'exprimer ainsi. Donc je ne suis en aucun cas un exemple. Il y a des lecteurs qui travaillent énormément. Moi, on me dit de lire, je lis. Et là, mon cœur me dicte les choses, et comme j'ai un petit métier derrière qui me permet quand même de lire pas mal de choses assez vite, l'un dans l'autre, ça donne quelque chose qui est peut-être, qui en tout cas fait passer le texte, oui. Il est difficile à dire ce vers hugolien, cet alexandrin. Pour ce qui concerne son théâtre, non. Je trouve pas du tout, même. Je trouve qu'il est très parlant. Faut pas oublier que Hugo était totalement, bien qu'il n'ait pas révolutionné le théâtre, aussi avec un petit peu le théâtre en liberté, mais en tout cas, c'est un vers assez. Il faut faire attention à ce qu'il soit pas trop déclamatoire, parce que parfois Hugo se laisse aller. Et puis en plus, vous savez qu'il écrivait 100 vers au petit déjeuner pour s'entraîner. Pour lui, un vers c'était rien du tout. Il s'en foutait. Enfin, c'était comme écrire. Comment vas-tu? Tu vas bien? Et toi, voilà. Dans les vers poétiques, ça dépend aussi de quel poème on parle. S'il faut dire les jeans, c'est quelque chose. S'il faut dire beaux endormis, c'est encore autre chose. S'il faut dire demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, c'est-à-dire cette douleur toute simple d'un vieil homme qui apprend par les journaux la mort de sa fille, c'est encore quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la poésie, presque. Simplement, c'est en vers. Là, il dit lettre dans Contemplation, donc il se sert des 12 pieds, enfin de l'hémistiche, mais c'est une lettre, et on sent qu'il y a quelque chose de très concret là-dedans. Une forme épistolaire aussi. Voilà, oui, c'est ça. Hein. Non, je pense que, moi d'abord, je ne suis pas du tout un théoricien, je peux pas avoir un discours très docte sur Hugo, je pense que d'abord, c'est tellement agréable, Hugo, ça fait tellement du bien, c'est une douche pour éléphant, quoi. Ça fait un bien fou, donc il faut avoir un rapport très, très sain et sensuel d'abord avec lui, je crois, très... Donc c'est ça, si vous aviez, Jacques Weber, une indication de lecture, ce serait... C'est un lecteur amateur, c'est un lecteur qui aime, voilà, et pas s'emberlificoter, parce que écoutez, de plus en plus, il y a des émissions de télé qui me cassent les noix, où d'un seul coup on dit, oui, c'était pas mal, vous avez une belle diction, mais je pense quand même que l'auteur, enfin des cours de diction en direct, mais c'est le contraire de tout, ça empêche d'aimer ces espèces de lois à la con. Je pense qu'il faut d'abord aimer, puis après on travaille, voilà. Merci beaucoup à vous, Jacques Weber, de vous être emparé de ces mots de Victor Hugo et de ses contemplations. Merci beaucoup. Merci. France Culture, en français dans le texte. Olivia Gesbert. Lettre, extrait des Contemplations de Victor Hugo, premier texte que nous lisons, écoutons et analysons aujourd'hui En français dans le texte. Tout de suite, ce qu'en disent les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche qui ont sélectionné ce poème et qui vont l'analyser pour vous. Car ce poème, c'est une peinture, c'est un tableau de la nature composé par le poète Victor Hugo avec ses mots. Renaud Ferreira de Oliveira, bonjour. Bonjour. Un mot pour commencer de la forme adoptée par Victor Hugo pour ce poème Lettre. Par petites touches, il multiplie les notations visuelles, sensorielles, il rend présent ce paysage, il rend concrète cette vision et ses impressions bucoliques pour le destinataire de ce poème et donc pour le lecteur. Vous vouliez d'abord attirer notre attention sur les 14 premiers vers du poème qui ne font qu'une seule et même phrase. Voilà, donc c'est-à-dire dans le début de ce texte, une seule et même phrase serpente à travers les vers, suivant quasiment le cours de l'eau. Et c'est la description un peu idéale ou idéalisée, un paysage bucolique, une retraite paisible et un abandon, où Hugo sacrifie, disons, l'attention à l'extérieur dans le seul moment présent. Et il multiplie les attentions, les notations visuelles et sensorielles avec de nombreux présentatifs. Voilà, c'est. Le tout début du texte donne la clé tonale. Tu vois cela d'ici, en enclenchant une sorte d'adresse à un personnage dont on saura après que c'est peut-être une amoureuse, et en même temps la clé un peu épistolaire de ce texte. Et progressivement, par petites touches, ce qui apparaît au départ comme des impressions, des notations un peu bizarres, vont se structurer au fur et à mesure que la phrase sinueuse va s'organiser. Et puis s'organiser, la vision prenant un peu corps, en quelque sorte, et laissant apparaître des verticalités, l'aiguille de la chapelle, les ormes tordus, et l'ensemble de ces 14 premiers vers offrant une sorte de premier plan à nous, spectateurs et lecteurs.
Alors en fait, il nous attire dans sa vision, hein. Il nous permet de regarder, d'observer, de contempler avec lui. C'est ce "tu vois cela d'ici", les premiers mots du poème. Il utilise une forme épistolaire dans ce poème. Qu'est-ce qu'elle autorise, cette forme-là? Alors ça autorise sans doute un moment un peu plus de conversation, d'échange, de discussion. Certains ont pu voir une référence à l'épître à Lamoignon de Boileau, dans une sorte de variation moderne de l'épître classique. Et puis voilà, cette volonté d'afficher un destinataire autorise le poète à donner des notations extrêmement concrètes, vivantes, à l'ancrer dans voilà, le moment le plus, disons, animé possible. Et il sacrifie ainsi, sans trop, disons, de difficultés, à la forme de l'hypotypose. Ah, l'hypotypose. Voilà, c'est une figure de style macro qui permet de rendre présent le plus directement possible, avec une description animée, vivante, des adjectifs, des formes nominales, des extensions nominales, un peu comme si Hugo nous présentait une sorte de photographie en quelque sorte de cet instant, en sacrifiant encore une fois, comme si le temps était neutralisé et comme si tout était concentré autour de ce moment présent dont on verra progressivement à la lecture du texte que ce n'était qu'un leurre et qu'un mirage. Donc c'est une figure, en fait, c'est une forme qui lui permet de ciseler totalement son propos, d'employer des images extrêmement précises, très très claires, de donner des détails qui composent ce tableau, cette nature qu'il regarde et qu'il transmet avec une infinie douceur, mais aussi une infinie précision. Très vite, pourtant, on se rend compte quand même à travers ce poème, Renaud Ferreira de Oliveira, que l'idéalisation du début, celle du séjour un peu humble, un peu modeste, de l'homme qui contemple son paysage, va prendre un autre tour. Il y a une forme de quiétude qui va basculer ou être légèrement contrariée. Oui. Alors, cette idéalisation, elle est tenue en quelque sorte jusqu'au vers 32 dans une sorte de Te Deum, merci Dieu Tout-Puissant. Il le dit, j'aime ces flots, court le grand vent est perdu. Donc on est quand même dans une sorte de béatitude, mais progressivement les choses vont se teinter. D'abord, on s'aperçoit que cette rêverie ou cette contemplation, elle est peut-être moins pittoresque que littéraire. On peut entendre dans ces vers sans doute des références au Georgique de Virgile, et puis sans doute aussi des réminiscences de Du Bellay. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumé la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui met une province et beaucoup d'avantages. Donc on s'aperçoit que ce paysage que l'on croyait peint sur chevalet ou d'après nature est en réalité aussi littéraire. Manière aussi pour le poète d'indiquer qu'une distance se creuse, que ce que l'on voyait là est en réalité une image. Et puis progressivement, il y a des connotations plus négatives qui sont introduites dans le texte, subtilement, avec des mots comme enfumant, irrité, troublé, fatigué du zéphyr qui se joue, le vent qui les secoue, tordu, qui fait écho évidemment aux ormes tortues, qui en a une sorte d'exposition ou de développement. Le vent semble agir, ou le vent du grand large qui interviendra à la fin du texte, va agir pour troubler cette stase et cette quiétude dont l'immuabilité apparente se trouve contrariée. Le temps qui semblait absent, ou en tous les cas repoussé, refoulé, fait progressivement son retour. Peut-être la figure qui dit le mieux cela, c'est au vers 15-16, avec le rejet. Une grosse charrette au coin de ma maison se rouille. Donc l'expression, le verbe se rouille en rejet du vers 16, évidemment surprend et donne vraiment le sentiment, après cette espèce de pause au coin de ma maison, on ne s'attendait pas à ça, le lecteur ne s'y attendait pas. Il y a cette vision qui commence à s'oxyder un petit peu chez le poète. Qui s'oxyde et qui se corrode. Ouais. Et on sent que le temps va reprendre son cours. Oui, parce que le temps était plutôt suspendu au début de la description, au début du poème. Et là, petit à petit, on sent le temps qui reprend son cours, qui file même au loin, comme l'ensemble de la vision du poète. Absolument, on est comme aspiré par le large, comme si ce petit ruisseau qu'il a voulu comparer au Caïstre, finalement grossissait pour aller vers l'horizon. Et donc tout le texte, en fait, est comme gagné, contaminé par les puissances magnétiques du large, le vent, la pleine mer, l'attraction de l'ailleurs. Et on voit bien que cette petite miniature hollandaise que l'on croyait pouvoir être privée ou privative ne va pas tenir son statut de refuge et être gagnée par l'extérieur. Ainsi, tout le poème peut se lire finalement comme le spectre d'une lutte de forces contraires entre d'un côté la terre contre la mer,
l'ici et le maintenant contre l'au-delà, la vie quotidienne contre la vie orageuse, l'intérieur contre l'extérieur. L'immobilité contre le tumultueux. Absolument. Et ces oppositions, simplement, comme on le voit, c'est intéressant pour les élèves d'observer ceci, c'est que ces oppositions ne sont pas frontales ou antithétiques, comme on le croit trop souvent chez Hugo, mais on voit comment elles s'interpénètrent et comment le poète, à l'intérieur de ce champ de force, est ballotté, agité, repoussé, et que finalement il compose un paysage extrêmement complexe. Alors la fin du poème va basculer dans une forme de mélancolie, comme si le paysage ne comblait plus totalement l'absence de l'être aimé pour le poète. Juste un mot peut-être pour terminer du rythme et du style quand même si particulier de Victor Hugo dans ce poème sur le choix de l'alexandrin et la forme qu'il a donnée à sa versification. Alors c'est un grand professionnel du vers, mais là effectivement il joue très précisément avec des choix de vers qui permettent aux puissances du vent, de la houle, du large, d'intervenir discrètement et puis de plus en plus fortement sur la versification, comme si le vent du large soufflait progressivement sur le vers. Ce qui paraît, par exemple, le plus manifeste, c'est l'usage qu'il fait des enjambements dans le texte. À droite, vers le nord, de bizarres terrains pleins d'angles qu'on dirait façonnés à la pelle. Donc, et voilà, il y a ce travail d'enjambement d'un vers sur l'autre, ce décalage entre la structuration métrique et la structuration syntaxique donne une amplitude, évidemment, au vers, comme si les structures un peu bornées de la versification classique, évidemment, ne suffisaient pas à contenir ce souffle un peu nouveau. Dans ce vers, dans ces deux vers que j'ai lus, la césure du second, plein d'angles qu'on dirait façonnés à la pelle, est presque un petit peu élimé, gommé, parce que finalement on est pris dans le jeu d'aspiration, et ça a été très très bien lu tout à l'heure par Monsieur Weber. Et puis un autre jeu intéressant, c'est l'usage des semi-ternaires, c'est-à-dire des vers en 4-8 ou 8-4, qu'on me le trouve par exemple, j'aime ces flots où court le grand vent éperdu. Alors j'aime ces flots, 4, où court le grand vent éperdu. Voilà, la césure devrait tomber à court, mais on voit bien que c'est pas logique d'un point de vue sémantique et même du point de vue du souffle. Donc Hugo, qui quelquefois par le passé avait travaillé sur des trimètres 4-4-4, ici a amuni un peu son dispositif, et on est plutôt sur une structuration 4-8 qui permet là encore de donner du souffle et de faire en quelque sorte entendre ce souffle de l'extériorité qui l'attire. Le court poème que l'on va entendre maintenant est celui qui succède à cette lettre que vous avez analysée pour nous, Renaud. On va écouter tout de suite Jacques Weber le lire. Et puis il faut juste imaginer que ce poème-là, le suivant, donc le numéro 7, dans ce livre 2 des Contemplations de Victor Hugo, vient clore une série. Nous allions au verger cueillir des bigarreaux avec ses beaux bras blancs en marbre de Paros. Elle montait dans l'arbre et courbait une branche. Les feuilles frissonnaient au vent. Sa gorge blanche, ô Virgile, ondoyait dans l'ombre et le soleil. Ses petits doigts allaient chercher le fruit vermeil semblable au feu qu'on voit dans le buisson qui flambe. Je montais derrière elle. Elle montrait sa jambe et disait « Taisez-vous » à mes regards ardents, et chantait par moments entre ses belles dents pareilles aux chansons près, à Diane farouche penchée. Elle m'offrait la cerise à sa bouche, et ma bouche riait et venait s'y poser, et laissait la cerise et prenait le baiser. Voilà, c'est un poème sans titre, lu par le comédien Jacques Weber. Nous allions au verger cueillir des bigarreaux. Un petit mot, Renaud Ferreira de Oliveira, sur ce 7e poème. Oui, ce texte est un petit peu retors, il peut sembler, et plus complexe par le jeu de l'imparfait. Comme vous le disiez, il s'inscrit dans une série consacrée plutôt à la découverte des premiers émois. C'est un texte qui est plutôt de facture un peu érotique, sensuelle et érotique, mais qui est miné de l'intérieur. Là aussi, le travail du temps. Il se rattache bien au poème précédent par l'imparfait.
Dans le texte qui a été lu tout à l'heure, dans le 5, on avait un hier au soir, qui fait en quelque sorte écho par inverse à demain dès l'aube, en l'anticipant mais en l'inversant dans les séjours heureux. Eh bien cet hier, ici, il est devenu jadis dans le texte 7 en quelque sorte. Parce que l'on entend par cet imparfait un peu télescopique que c'est un homme plutôt un peu mûr qui se souvient de sa jeunesse. Et donc l'image, elle est très présente, l'image est érotique et présente, mais en revanche, l'imparfait nous repousse à une forme de distance et on sent bien que c'est un homme déjà plus mûr qui se ressouvient de ces moments heureux, de ces moments passés. Penchée, elle m'offrait la cerise à sa bouche. Voilà, extrait de ce poème en français dans le texte pour ce premier numéro avec Victor Hugo, Étude des contemplations. Et c'est un confrère à vous, Fabrice Pauly, qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Pour attirer notre attention, analyser avec vous la forme de cette lettre. Vous posez aussi quelques questions de lexicologie et des questions grammaticales. La grammaire, voilà, ça y est, elle nous revient. Vous vouliez attirer notre attention d'abord sur l'utilisation par le poète de ces phrases non verbales. Et c'est le début de cette description, de cette longue succession qui ouvre le poème après ce « Tu vois cela d'ici » par Victor Hugo. Une forme totalement choisie par l'auteur, mais qui contrarie un peu nos habitudes. Une phrase, c'est un verbe, logiquement, oui, alors à l'intérieur. Un nom, un verbe et un complément. Justement, quand on regarde la construction syntaxique des 9 premiers vers, on se rend compte que dans le premier hémistiche du vers 1, du premier vers, nous avons une phrase complète. Tu vois cela d'ici. Et à partir du deuxième hémistiche du vers 1 et jusqu'à la fin du vers 9, nous avons uniquement des phrases non verbales. Et plus particulièrement, parce qu'il y a plusieurs catégories de phrases non verbales, celles que nous avons ici, ce sont des phrases elliptiques, c'est-à-dire des phrases, pourrait-on dire, incomplètes, où la partie manquante se trouve écrite précédemment. Donc ce qui est manquant en somme dans ces phrases, c'est « tu vois ». Et ce que nous avons ensuite, c'est-à-dire des ocres et des raies, plaine où les sillons croisent leurs mille raies, chaume à fleur de terre et que masque un buisson, et ainsi du reste, parce qu'il y en a 7, ce sont donc des phrases elliptiques où est sous-entendu le sujet et le verbe « tu vois ». Alors ce qui est très intéressant d'un point de vue syntaxique, ce n'est pas anodin, parce que ces phrases qui sont juxtaposées sont au nombre de 7. Ce qui est intéressant, c'est que le sujet et le verbe sont omis, tous les compléments circonstanciels sont omis, et ne sont mis en avant et ne sont véritablement mis en exergue uniquement que les compléments d'objet direct du verbe « tu vois ». Et ça permet quoi? Ça permet au poète d'insister exactement sur ce qu'il voit, sur ce qu'il ressent, ce qu'il appréhende, ce qu'il perçoit. Exactement. Donc cette surabondance de noms et de groupes nominaux met en avant en somme le résultat de la vision. Et comme le disait fort justement mon collègue il y a quelques minutes, c'est cela qui crée l'hypotypose. C'est-à-dire c'est cette façon de rendre vivante une description faite par le poète au point qu'elle semble prendre vie sous les yeux du lecteur. Hypotypose, je rembobine, c'est une peinture précise. Étymologiquement, en grec, c'est une esquisse, une ébauche. Et voilà, on revient au poète peintre qu'est Hugo à travers cette lettre extraite des Contemplations. Alors, il n'y a pas de verbe introducteur, enfin il y en a qu'un au premier vers. On se rend compte quand même que chaque nom est pourvu d'une expansion nominale, oui, comme on dit. C'est-à-dire que la description, ce qui est avancé par le poète, est précisé à chaque fois. Hein. Exemple, plaine, les plaines où les sillons croisent leurs 1000 raies. Un fleuve qui n'est pas le Gange, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que d'abord, on remarque que le nom noyau qui constitue ces phrases elliptiques sont toujours introduits de manière avec des indéfinis, c'est-à-dire soit des articles indéfinis, on a un fleuve, des ocres et des raies, de vieux toits, ou bien on a un déterminant indéfini avec quelques meules de foin, ou bien une absence totale de déterminant. Et ce qui vient, en somme, contrarier cette indétermination, c'est que chacun de ces noms est pourvu d'une expansion nominale, puisque nous avons soit des propositions relatives du type plaine où les sillons croisent leurs 1000 raies, nous avons aussi un groupe nominal quand on dit pauvre cours d'eau normand, ou bien un groupe adjectival avec de bizarres terrains pleins d'angles. Donc il y a l'indétermination d'une part qui est pourtant complétée par une expansion nominale qui va venir préciser ces noms. Et ce dont on se rend compte d'un point de vue grammatical, c'est que Victor Hugo use ici à peu près de toutes les structures grammaticales possibles. C'est-à-dire il n'y a pas de monotonie, parce qu'à chaque fois, la structure grammaticale qu'il utilise à un vers est remplacée au vers suivant par un autre vers. Et donc, il y a un effet de variation, de variatio, qui permet en somme... Variatio. De variatio, oui, en latin, qui permet... C'est l'antiquisant qui vous parle.
Et cet effet de variatio permet de transfigurer en somme la modestie du paysage par la luxuriance du verbe poétique, c'est-à-dire par la richesse des structures. Voilà, c'est un peu comme moi quand je sors mon dictionnaire des synonymes. Lui, il est venu avec son petit précis de grammaire. Exactement. Et il a usé de toutes les variantes possibles. Voilà. Et ça, c'est bien? Oui, parce que cela évite la monotonie. Allez, on aborde avec vous un dernier point de grammaire, oui, un deuxième, plaisir. si vous le voulez bien, Fabrice Poli. Et après, je crois qu'on aura fait le tour. Fond, forme, pour l'instant, de ce poème « La lettre », extrait des Contemplations de Victor Hugo. Dans ce poème, il y a des négations qui sont utilisées, mais surtout à l'extrême fin du poème, une succession de négations qui vous invitent à nous dire quoi? Alors, d'abord, elles sont effectivement, dans ce poème, elles sont très peu nombreuses, puisqu'à l'exception du tout début du poème où nous en avions une au vers 6, la négation est totalement absente du poème, et elle apparaît de manière extrêmement massée à partir du vers 41 jusqu'à la fin au vers 44. Alors, quand on les regarde d'un point de vue grammatical, ce sont des négations totales. Il y a plusieurs types de négations sans entrer dans les détails. Disons simplement qu'une négation totale, par exemple, s'oppose à une négation restrictive, c'est-à-dire qui ne porte que sur une partie de l'énoncé quand on dit « je n'écoute que France Culture ». Voilà, ou une négation partielle, personne ne l'écoute. Voilà, qui est la négation de quelqu'un l'écoute. Alors, ce qui est intéressant ici, la nature totale de la négation marque le caractère inexorable du destin, c'est-à-dire le fait que ce navire est destiné à naviguer. Mais il y a un autre point qui est intéressant quand on regarde la construction de cette négation. Elle n'est pas seulement totale, elle est dite aussi descriptive. Et c'est quoi une négation descriptive? C'est une négation, un énoncé qui aurait pu également, sans que le sens en soit changé, être décrit sous une forme positive. Quand Victor Hugo dit « que n'ont retenu ni les pleurs des parents, ni l'effroi des épouses », cela aurait pu être dit aussi « quelque navire qui a ignoré les pleurs des parents et l'effroi des épouses ». C'est-à-dire qu'on peut ôter la négation sans que cela change le sens du texte. Et cela est très important parce que nous avons d'une part le choix de la forme négative, qui de surcroît est employée de manière anaphorique aux 3 derniers vers, ni, et ces choix syntaxiques et grammaticaux de l'auteur contribuent à décrire le destin de ce navire, dont rien absolument ne peut entraver la navigation. Merci Fabrice Poli. Je vous en prie. Pour conclure, rappelons pour ceux qui nous écoutent que Lettres ne vous étonnez pas, si vous ne la connaissiez pas jusqu'ici. Elle n'est certes pas la plus célèbre pièce des Contemplations, elle est moins connue que Réponse à un acte d'accusation, que Mélancolia, Aurore, Dolore ou encore Demain dès l'aube. Néanmoins, et c'est pour ça que vous avez souhaité la soumettre à notre attention, son étude, elle permet quand même pas mal de choses, et notamment de mettre au jour le travail assez précis de Victor Hugo en matière de composition de ses poèmes, mais aussi de son recueil. On l'a déjà pas mal évoqué, son art de la nuance, son art de la gradation des sensations et des impressions, avec ce côté palette générale que l'on retrouvera dans son livre tout entier. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous, Renaud Ferreira de Oliveira. Merci Fabrice Poli. C'était les Contemplations de Victor Hugo, lues par Jacques Weber. Tout de suite, on va écouter MC Solar, autre tailleur de mots, et vous allez en profiter pour vous munir, je l'espère, d'une feuille et d'un stylo, car c'est l'heure de la dictée, orchestrée par Rachid Santaki. Dictée à suivre, si vous le souhaitez, en vidéo sur le Facebook de France Culture. Le reptile, tranquille, se faufile et gobe l'air du temps du globe, la plèbe et le snob. Apprend surpris que le dilettante pense à devenir MC Solar par correspondance. Cool tel un bab, bon comme Bob, cob de la pensée que le bobo baba gobe. Sans blague, je m'éclate avec les gags de Dupontel. Aime au ciné le jeu de la belle Isabelle. Je mange de la musique énergétique, garde dans ma poche la colite du mic. Mon bic pratique, un esthétique constat, une technique unique nommée le prose combat. Cette fois, le ciel est beau, je squatte en solo sur un banc public près de Campo Formio. Je pense à l'SOS issu de mon esprit. Allô, papa, Tango, Charlie, le père de celle qui partage un mandol au pilo, avec les idées proches de celles de JM, le stylo. Hostile à mon stick, j'ai filé, passé composé pour créer le plus que parfait. Elle suit son chemin, je suis le chemin. Tous les chemins mènent à l'homme, dit le parchemin. Le papa gaga a pour dada déteste caca. L'art sonné au dada fait du prose combat.
En mode prose combat avec MC Solar, vous écoutez France Culture et c'est en français dans le texte. France Culture, en français dans le texte. Olivia Gesbert. Rachid Santaki, bonjour. Bonjour Olivia. Écrivain, auteur de polar, vous êtes notre monsieur dictée géante désormais, une idée que vous avez labellisée. La dictée, c'est un exercice plutôt classique que vous revisitez depuis quelques années à grande échelle. Pour quel public ? Pour tous les publics. Au départ, la dictée est née spontanément, une veille de rentrée, dans une cité. Et finalement, au fil... Déjà, cette première date m'avait impressionné. Je m'attendais à avoir une 50aine de participants. Et à 11h, on avait à peu près 250 personnes, des familles, qui n'attendaient que la dictée. J'ai choisi un passage difficile des Trois Mousquetaires. Donc, j'ai énormément sué au moment de la lecture, avec des enfants qui pleuraient à gauche et à droite. Donc, j'ai réitéré l'exercice 1 mois plus tard. Et là, j'ai commencé à comprendre que la lecture, elle avait pour objectif de permettre, d'encourager en tout cas des participants jeunes et moins jeunes. Et depuis 7 ans, j'ai lu à peu près 300 dictées. J'ai sillonné tout le pays. Et je pense le moment le plus fort qui m'a marqué, en tout cas, ce sont les maisons d'arrêt. J'ai pu faire une 50aine de maisons d'arrêt et réunir tous les publics en détention. Et c'est magique. Donc la dictée, c'est un jeu, rassurez-vous. Voilà, alors est-ce que chacun, chez vous, vous avez eu le temps de vous procurer une feuille de papier, un stylo, parce qu'on va bientôt commencer. Aujourd'hui, juste, quel texte vous avez choisi d'articuler pour nous ? C'est comme ça la dictée, hein. On articule bien, et on marque les ponctuations pour pas perdre son auditeur et son auditoire. Et on me demande aussi de bien faire les accords. Ah. Pour aider... Il y en a dans le texte qui suit. Voilà, je vais essayer de faire les accords. Nous sommes en période de... rentrée scolaire et du coup j'ai été piocher un extrait de l'ouvrage Au bonheur des dames d'Émile Zola. J'ai essayé de trouver un passage qui va vous interroger, turlupiner sur certaines matières. Donc voilà un peu l'idée, bien évidemment, chères participantes et chers participants, nous sommes là pour nous amuser et je trouve que l'exercice de la dictée, il a pour vocation de nous interroger, de susciter la curiosité. Et donc, nous sommes dans le thème. Et celle qui vient de dire « Oh non !» c'est la romancière Alice Zéniter, auteure en cette rentrée de « Comme un empire dans un empire » chez Flammarion, auteur il y a 3 ans de L'art de perdre, prix Goncourt des lycéens, avec nous pour tester cet exercice de la dictée, tester vos connaissances en linge et en matière, avec cette première d'Émile Zola Au bonheur des dames. Mais vous avez surtout accepté de prendre note, de poser les questions qui fâchent et qui sait aussi de nous aider à nous réconcilier, comme vous, avec l'orthographe. À vos côté, il y a l'historien Jean-Noël Jeannenet, qui publie, lui, en cette rentrée, Le Rocher de Sustène, Mémoire, 1942-1982. C'est au Seuil et le livre est aujourd'hui en librairie. Et vous étiez ce matin sur l'antenne de France Culture pour Concordance des temps, l'émission que vous produisez. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Olivia. Merci à tous les deux d'être là, d'avoir accepté de jouer le jeu de cette dictée que Rachid Santaki va commencer tout de suite. Vous ne connaissez pas le texte, vous n'avez pas pu réviser, comme les auditeurs de France Culture qui sont avec nous. Rachid Santaki, c'est à vous. Très bien. Donc je vais, Olivia, donner les consignes à nos participantes et participants. Je vais lire le texte à 2 reprises. Une première lecture pour vous permettre de vous familiariser ou identifier les éventuelles difficultés. Et une seconde lecture où là, nous passerons aux choses sérieuses. Donc, à l'écriture. N'oubliez pas, et je le précise pour les plus jeunes, nous sommes là pour nous amuser. Les parents, je vous demanderai de ne pas mettre la pression aux enfants, et vous aussi. Et les enfants, de ne pas souffler aux parents. Merci. C'est parti. Donc, c'est un extrait de l'ouvrage Au bonheur des dames, d'Émile Zola. Il venait de lancer son invention, le parapluie à godets, qui plus tard devait se populariser. Du reste, le bonheur perfectionna immédiatement l'invention. Alors, la lutte s'engagea sur les prix. Il eut un article à 1,95 franc en zanella, monture acier, inusable, disait l'étiquette. La dictée s'arrêtera ici pour les écoliers. Mais il voulut surtout battre son concurrent avec ses manches, des manches de bambou, de cornouiller, d'olivier, de myrte, de rotin, toutes les variétés de manches imaginables. Le bonheur, moins artiste, soignait l'étoffe.
vantait ses alpagas, et ses mohair, ses sergés et ses taffetas cuits. Et la victoire lui resta. Le vieillard désespéré répéta que l'art était fichu, qu'il en était réduit à tailler ses manches pour le plaisir, sans espoir de les vendre. Point final. Le bonheur moins artiste soignait l'étoffe. Vous êtes prêts? Les crayons sont taillés. Vous êtes sûr que c'est Sergé, c'est pas Serge? Sergé. Ne commencez pas, Jean-Noël. Triche, il essaie d'avoir des indices. Allez, c'est parti maintenant pour la dictée. Alors, je vais vous Ceux donner... qui sont avec nous Pardon. peuvent écrire. Hein. Oui, je vais vous donner quand même un indice. Bonheur, on mettra une majuscule puisqu'il s'agit d'une enseigne. Voilà. Très belle et bonne dictée à toutes et à tous. Merci. Et amusez-vous bien. Il venait de lancer son invention, virgule. Il venait de lancer son invention, virgule. Le parapluie à godet, virgule. Donc je répète pour les plus jeunes, il venait de lancer son invention, virgule, le parapluie à godet, virgule, qui plus tard devait se populariser, point. Donc je répète, le parapluie à godet, virgule, qui plus tard devait se populariser, point. Du reste, virgule, le bonheur perfectionna. Du reste, virgule, le bonheur perfectionna immédiatement l'invention, point. Vous avez bien dit immédiatement. Immédiatement. Ouais. Alors, virgule, la lutte. Alors, virgule, la lutte s'engagea sur les prix, point. Alors, virgule, la lutte s'engagea sur les prix, point. Il eut un article à 1 franc 95, virgule. Il eut un article à 1 franc 95, virgule. En zanella, virgule. Il eut un article à 1 franc 95, virgule. En zanella, virgule. Monture acier, virgule. En zanella, virgule. Monture acier, virgule. Inusable, virgule. Inusable, virgule. Disait l'étiquette, point. Je répète cette dernière phrase pour les écoliers. Il eut un article à 1 franc 95, virgule. En zanella, virgule. Monture acier, virgule. Inusable, virgule. Disait l'étiquette, point. Les écoliers peuvent s'arrêter ici. Mais il voulut surtout battre son concurrent avec ses manches, virgule. Avec ses manches, virgule. Des manches de bambou, virgule. Je répète, mais il voulut surtout battre son concurrent avec ses manches, virgule. Des manches de bambou, virgule. De cornouiller, virgule. De cornouiller, virgule. D'olivier, virgule. De myrte, virgule. Donc je répète, de cornouiller, virgule, d'olivier, virgule, de myrte, virgule, de rotin, virgule. Toutes les variétés de manches imaginables, point. Toutes les variétés de manches imaginables, point. Est-ce que ça va dans le studio pour le rythme? Vous avez à prendre note, à réfléchir en même temps, on accélère un tout petit peu. Un poil. Le bonheur, virgule, moins artiste, virgule, moins artiste, virgule, soignait l'étoffe, virgule, soignait l'étoffe, virgule, vantait ses alpagas, vantait ses alpagas, et ses mohair, virgule,
et c'est Moer, virgule. C'est Sergé et c'est taffetas cuit. Point. Donc je répète, et c'est Moer, virgule. C'est Sergé et c'est taffetas cuit. Point. Et la victoire lui resta, virgule. Et la victoire lui resta, virgule. Le vieillard désespéré répéta que l'art était fichu, virgule. Je répète, le vieillard désespéré répéta que l'art était fichu, virgule, qu'il en était réduit à tailler ses manches, pour le plaisir, virgule, qu'il en était réduit à tailler ses manches pour le plaisir, virgule, sans espoir de les vendre. Point final. Sans espoir de les vendre. Point final. Je peux juste vous demander, vous avez dit une virgule après la victoire lui resta avant le vieillard. C'est bien ça? Alors, et la victoire lui resta, virgule. Effectivement, le vieillard désespéré répéta que l'art était fichu, virgule, qu'il en était réduit à tailler ses manches pour le plaisir, virgule, sans espoir de les vendre, point final. Il y a combien d'accents à désespérer? Pas beaucoup. Quand même. Tout s'est bien passé, Jean-Noël Jeanneney? J'en ai le sentiment, j'ai eu une ou deux hésitations, mais j'attends la correction du maître avec une curiosité inquiète. Est-ce que vous rendez les copies? Oui, je vous la rends. Il n'y a pas de... très peu de rature chez vous, hein? Oui, un mot. Peu d'hésitation. Et chez Alice Zéniter, comment ça s'est passé pour vous? Ça va, je sais pas combien de godets a ce parapluie qui est censé être devenu populaire, mais jamais on m'en a parlé de ce parapluie, donc je sais pas s'il a 1 godet, 2 godets, 10 godets. C'était ma première grosse question. Et après, j'avais peur de pire. Je dois avouer que le haut nom, je me suis dit ça va être la grande exposition du blanc, qui est un moment du Bonheur des Dames où on se fait écraser par le vocabulaire de toutes les étoffes du monde qui défilent. Et ça va. Heureusement, il y avait un peu de narration entre les étoffes. Alors, qui peut m'expliquer peut-être d'abord ce que c'est qu'un parapluie à godet? Un godet, c'est un récipient. Par contre, je n'ai pas trouvé de parapluie à godet. J'en ai cherché, je ne sais pas si vous... On peut imaginer qu'il y a un récipient qui permet de recueillir l'eau de pluie pour éviter de mouiller les endroits où on va. Et donc, après la même hésitation que vous, j'ai décidé de ne pas mettre de S. Singulier. À godet. Et ils avaient raison. Oui. Ils ont raison, l'un et l'autre. Donc, un parapluie à godet, qu'on écrit comment godet? Au singulier, G-O-D-E-T. Voilà, sans S. Bravo à tous les deux, en tout cas, pour ce premier point de difficulté. C'était donc La dictée de Rachid Santaki, extrait de Au bonheur des dames, d'Émile Zola, volume de cette vaste suite romanesque des Rougon-Macquart, que l'on vient de dépeler, écouter à travers votre diction parfaite, et que nos auditeurs ont pu, je l'espère, noter. On mettra l'intégralité du texte de cette dictée, et il l'est même déjà, sûrement maintenant, sur le site de En français dans le texte, sur franceculture.fr. Vous pouvez, si vous avez des points de tension, des points d'hésitation, aller tout de suite regarder, jeter un œil sur le site pour voir si vous avez juste ou faux. On va revenir sur les niveaux de difficulté. Donc c'est ces matières, c'est ça qui est particulièrement difficile, d'autant qu'un certain nombre de matériaux, de bois, de tissus ne sont plus aussi utilisés, usités aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Vous voulez attirer notre attention peut-être sur l'alpaga, ces alpagas et ces mohair. Non, le zanella. Le zanella. Mais finalement, le zanella, Alors, s'écrit à peu près comme ça se prononce. Voilà, vous l'avez écrit comment, vous, Alice Zéniter, le zanella? Z-A-N-E-L-A. Moi, j'ai mis 2 L, chère Alice. c'est bien. Ouais. C'est bien. Eh ben, il y avait effectivement 2 L. Un N et 2 L à zanella. Zanella, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Alors, c'est une matière, c'est le seul mot. Je n'ai pas réussi à... Je sais qu'il s'agit d'une matière. J'ai vu des pantalons en zanella, mais je n'ai pas réussi à trouver la description exacte de cette matière. J'ai pensé qu'en général, entre une voyelle et une voyelle, il y avait plutôt 2 L. Il appelle, mais Moi, j'ai pris un j'aimerais bien risque. savoir si c'est une fibre ou un tissage. Voilà. Grande question. Alpaga, mohair, sergé, ça c'était votre point de difficulté, Jean-Noël Jeanneney.
Oui, j'ai écrit ça comme à partir de la serge, je pense, à partir de la serge, et j'ai mis un accent aigu, puisque vous le prononciez comme ça. Oui, très bien. Sergé, nom masculin, tissu à côte oblique. On voit pas ce que c'est. Sergé. Vous ne demandez pas de dire ce que c'est, vous me demandez d'écrire juste. Exactement. Et moi, je vous donne l'indication. Myrte, comment vous avez écrit le ou la myrte d'ailleurs? Heureusement, c'était pas précisé. M-Y-R-T-E. Et vous, Alice? Bravo. Très bien. À ne pas confondre avec l'amir, du coup. Voilà, et c'est un nom M-Y-R-H. 2 RH. Le myrte, c'est un arbrisseau à feuilles persistantes, à petites fleurs blanches odorantes. Avec lequel on fait un très bon alcool de myrte, notamment en Corse. Voilà, donc tissu et alcool. Autre point de difficulté, Rachid Santaki, dans cette dictée, pour vous? Cornouiller. Là, j'ai eu un doute, je l'ai écrit 2 LER. Très bien. C'est parfait. Et Alice? Et ben voilà, c'est surtout ça, non? Ce défilé des matières. Est-ce que dans la grammaire, Non, le texte... La conjugaison, il y avait des points de difficulté particuliers? Non, aucune difficulté particulière. C'était vraiment ces tissus, en fait, qui, je pense, ont peut-être mis en difficulté nos auditeurs. Vous l'aimez, la langue de Zola, vous, Alice Zeniter? Je l'adore. C'est un mélange d'une précision et d'une technicité. Alors comme en plus dans les Rougon-Macquart, à chaque fois il s'intéresse à un champ différent, c'est le vocabulaire d'une autre technique, d'un autre domaine, qui est mélangé à de l'argot. On a vu arriver le fameux fichu en discours indirect, c'est un peu étonnant, c'est un peu vulgaire. On lui a un peu dit qu'il écrivait avec des gros sabots. Ce mélange-là, il est fou. Et puis, est-ce que Julien Gracq lui pardonnait jamais? C'est un mec qui met des articles indéfinis partout. Il y a une rougeur qui prend quelqu'un au niveau des joues, il y a une tendresse qui s'évapore comme ça, etc. Et moi j'adore ça en fait. Autant il est très très précis dans son vocabulaire et autant quand il aborde comme des émotions, il les quantifie pas, il les laisse planer. C'est un de mes grands amours. Ouais. Et Zola, ça fait partie de ces auteurs qu'on étudie au lycée, qu'on travaille à l'école, qui mériteraient d'être un peu libérés aussi de ce cadre scolaire pour vous, Jean-Noël Jeannonnet, et de s'envoler à travers des textes peut-être moins étudiés aussi. Tout peut s'enraciner dans le cadre scolaire et tout doit s'en libérer. Il suffit de passer devant la statue Madame Boucicaut à Sèvres Babylone pour penser à la fondatrice de Zola. Mais je vous rejoins de façon un peu différente, Alice Zeniter, en disant que pour moi, ce qui est très intéressant comme historien, c'est de voir comment travaille Zola et comment pour arriver à cette technicité que vous évoquiez, il fait des reportages, des enquêtes dont nous avons désormais le résumé dans les carnets de Zola qui ont été publiés. La rencontre entre cette aspiration à autre chose et au rêve et la volonté de se fondre vraiment dans la réalité, mais ça donne aussi l'admirable Zola du J'accuse de l'affaire Dreyfus. Il s'est exprimé à grand risque, à tout risque, au profit de valeurs magnifiques, mais il l'a fait avec une précision dans la critique du comportement des tribunaux militaires qui force encore l'admiration. Vous avez accepté, Alice Zeniter, de venir faire cette dictée dans la voix de Rachid Santaki avec nous aujourd'hui, les auditeurs de France Culture. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que la dictée, même si l'exercice peut paraître un peu austère, un peu rébarbatif parfois, doit continuer à exister, à être pérennisé, voire réinventé, parce que c'est quand même une porte d'entrée dans cette langue si belle et si particulière qu'est le français? J'ai pas d'avis sur la nécessité de la dictée dans les programmes scolaires. En revanche, ce que je me dis, c'est que si on c'est pas un exercice qui vous a fâché, vous, à l'époque, quand vous étiez ado, lycéenne, ou collégienne, avec la langue? J'ai une sorte d'indifférence curieuse, parce que finalement, la dictée comme moyen de découvrir des nouveaux mots, comme Zanella, mais c'est dommage, parce que je me dis que j'apprends un nouveau mot que je vais peu pouvoir utiliser, n'ayant pas de pantalon en Zanella à désigner. Après, cette idée si finalement on l'impose aux enfants chaque année à l'école, alors autant que les adultes s'en emparent aussi. Comme disait Rachid tout à l'heure, autant pouvoir en effet raconter que c'est un jeu. Si c'est un pensum pour les enfants et que les adultes la fuient, alors ça n'a plus aucun sens. Alors que si tout le monde s'amuse avec, déjà elle est dédramatisée et puis oui, on peut la partager entre les générations, ça devient autre chose que cet exercice angoissant. Pourquoi nous mettre ces mots, Rachid Santaki, dans la tête? Est-ce qu'on est aussi en droit de dire, mais de toute façon, à quoi ça sert ou à quoi ça me sert de savoir écrire Moher, Sergé, Alpaga, Rotin ou Zadella, puisque de toute façon, je m'en servirai pas? C'est un jeu. Après, je voulais rebondir sur le sujet de la dictée. Ce que j'ai constaté au fil du temps, c'est qu'aujourd'hui, on est hyper connecté. On saisit, on a des correcteurs partout. Et c'est vrai que l'exercice de reprendre le stylo, on se reconnecte aussi. Donc la dictée en soi, c'est vrai qu'elle peut être vue comme une contrainte, la mauvaise note, mais si on enlève la note et on reprend le stylo, on s'amuse à écrire
et à découvrir des mots, à chercher la définition, etc. On a un autre rapport à la dictée. Et je pense que c'est quand même essentiel de revenir à l'écriture pour pouvoir s'interroger, parce qu'aujourd'hui, je fais souvent la comparaison avec le GPS. En fait, on rentre une adresse, on a une destination, on a juste à suivre les indications. Et l'orthographe, je pense que l'écriture, en tout cas, faut quand même garder ce mouvement, dessiner, faire de belles lettres, etc. Et ça nous permet de nous interroger. Jean-Noël Jeannelet. Oui, là, on sait que l'art vit de contraintes, le civisme aussi, la culture. Je suis très favorable à la dictée, à condition qu'on y ajoute un autre exercice qui, à mes yeux, est cousin, qui consisterait dans toutes les écoles de France, à apprendre un nouveau mot chaque jour. Imaginez qu'on consacre 5 minutes chaque matin dans les classes primaires à prendre un mot difficile, à réfléchir autour de ce mot, de son origine, son sens, la polysémie de ce qu'il peut représenter. Je pense que c'est quelque chose qui peut servir la culture et la réflexion. Il n'y a rien c'est pas un gendarme qui l'imposera. Et si on ajoute de surcroît qu'on continue d'apprendre des fables de La Fontaine et d'autres vers, d'abord c'est très utile si on se trouve un jour en prison. Je ne sais pas qui y sera ou n'y sera pas. Tous ceux qui ont été en prison disent que ça les a beaucoup aidés de pouvoir réciter des vers. Vous voyez Stéphane Hessel. Mais même si on a la chance de ne pas aller en prison, je crois que c'est essentiel d'entretenir avec la langue cette sorte de relation, de commerce gourmand qui enrichit la vie. Alors oui, merci de m'avoir refait faire une dictée. Il y avait un bon moment. J'étais très content. Merci infiniment pour votre participation. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. C'était En français dans le texte, une émission préparée par Catherine Denay et Sandrine Chaperon, réalisée par Midia Portis-Guérin. Toutes les informations en lien avec l'émission sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Je vous souhaite une très belle soirée sur France Culture.